Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture d'une usine d'assemblage de minibus de 22 à 26 places ce lundi 10 janvier à Abidjan. L'infrastructure, fruit d'un partenariat entre la Sotra, Société des transports abidjanais, et la firme automobile Iveco, pourra produire jusqu'à 1000 véhicules par an. Et puis dans ce journal, nous parlerons de la première manche des éliminatoires du concours Miss District Côte d'Ivoire 2022 avec l'élection de la Miss et les dauphines de la commune de Mbonois dans la région du Sud Comoé. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Au cours de nos éditions de cette période, la rédaction vous proposera à chaque fois des focus sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sera l'affaire de Amidiara Souba, reporter sportif dans la chronique CAN 2021. Amidiara Souba, merci pour ta présence. C'est moi qui te remercie, Nascimento. Eh bien, comme annoncé en titre, des véhicules Made in Côte d'Ivoire, c'est désormais une réalité. Des minibus de 22 à 26 places entièrement assemblés à la zone industrielle de Koumassi. Fruit d'un partenariat entre la Sotra, Société des transports abidjanais, et la firme automobile Iveco, l'usine d'assemblage pourra produire jusqu'à 1000 véhicules par an. L'inauguration s'est faite ce 10 janvier en présence du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi. Delhi Ivoire, ce minibus flambant neuf à bord duquel descend le Premier ministre Patrick Achi, est entièrement assemblé en Côte d'Ivoire. Comme ces véhicules, ce sont 60 engins de ce type qui sont sortis de l'unité d'assemblage des minibus Iveco Made in Côte d'Ivoire. En coupant le ruban symbolique ce jour, le chef du gouvernement engage la Côte d'Ivoire et son partenaire Iveco dans une nouvelle aventure industrielle automobile. C'est donc bien plus qu'une simple unité d'assemblage que nous inaugurons aujourd'hui. C'est le symbole d'une Côte d'Ivoire nouvelle, plus industrielle, avec des effets d'entraînement toujours plus massifs et plus positifs pour la nouvelle société. Cette unité industrielle d'assemblage située en plein cœur de la zone industrielle de Koumassi est le fruit d'un partenariat entre la Sotra et Iveco, essentiellement composé de minibus de 22 à 26 places, communément appelés Baka. C'est une production qui va évoluer au fil du temps. On va continuer à développer cet outil. En particulier aujourd'hui, on est sur du minibus, mais il va y avoir des engins avec des plateaux, les Delhi Ivoire avec un plateau par exemple pour les artisans du BTP ou d'autres artisans. Il va y avoir des ambulances, des véhicules de ce type pour la police, la gendarmerie, c'est tout à fait possible aussi, comme ça a été cité. On va par étapes. Nous allons d'abord pour la satisfaction des besoins du monde des transports, c'est-à-dire le renouvellement du parc automobile. Il y a beaucoup de Baka qui circulent aujourd'hui, qui vont finir, qui vont sortir, il faut les remplacer. La joie, c'est le sentiment les mieux partagés à cette cérémonie d'inauguration d'Iveco Delhi Ivoire. Je pense que c'est le premier pas d'un grand projet. Nous avons vu la chaîne qui a été décrite. C'est vraiment du montage et nous espérons que l'unité va évoluer. Nous sommes en manque de véhicules dans nos secteurs d'activité. Nos véhicules sont très vieux et avoir un atelier d'assemblage de véhicules sur place ici, ça va donner un coup d'accélérateur au renouvellement du parc automobile. Parmi les personnalités ayant pris part à la cérémonie, les ministres des Transports du Burkina et de la Guinée-Bissau. Pour le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, la présence de ses homologues illustre bien la volonté d'Abidjan de donner à cette usine une envergure sous-régionale. Ce qui est important, que nous sommes en train aussi, à la demande de certains collègues, une forte demande de faire en sorte que cette unité, cette usine ait une dimension régionale. La cérémonie inaugurale a aussi servi de cadre pour la nation ivoirienne de reconnaître les mérites de plusieurs artisans du secteur automobile en Côte d'Ivoire. Nous allons faire mieux, à partir de cette distinction, faire mieux pour que véritablement les actions que nous menons jour et nuit puissent avoir un impact sur la mobilité de nos populations. À terme, la Sotra et son partenaire visent 2000 Delhi Ivoire par an.
Cette unité de production règle aussi un autre problème, le chômage. 500 emplois directs ont été créés. Mauvaise nouvelle cependant pour les transporteurs qui n'ont pas encore notifié leurs commandes, les carnets étant remplis jusqu'en 2024. Un lot de consolation tout de même, ils pourront acheter leur Iveco Daily à 30% moins du coût des véhicules de même type construits hors de Côte d'Ivoire. Une zone industrielle automobile grandeur nature a été annoncée dans la foulée à San Pedro pour 2025. C'était un reportage de Issa Badini et Richard Akeke. Le samedi 8 janvier dernier, à la mairie de Bonois, s'est tenue la première manche éliminatoire du concours Miss District Côte d'Ivoire 2022. C'est la bénino-ivoirienne Arlène Daoué Bernice qui a été élue Miss. Elle a placé son mandat sous le signe de l'intégration, de la paix, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Zénab Dosso. Candidate numéro 10. Arlène Daoué Bernice est la Miss District Bonois 2022, élue le samedi 8 janvier à la mairie de Bonois. Cette édition du concours de beauté Miss District vise la promotion des districts de Côte d'Ivoire et la valorisation de la femme en général. La première manche éliminatoire du concours Miss District Côte d'Ivoire 2022 a vu l'élection de l'ivoiro-béninoise Arlène Daoué Bernice comme Miss District Bonois. Donsoko Fatim a été désignée première dauphine, tandis que Emmanuel Paha est la deuxième dauphine selon le choix du jury, annoncé en présence des partisans et soutiens des 10 candidates en compétition. La candidate à Miss District doit avoir 18 ans et 25 ans, un niveau d'études d'au moins la classe de première. La candidate doit être en bon état de santé, avoir au moins 1,67 m ou plus, être célibataire sans enfant, résider en Côte d'Ivoire sans être forcément de nationalité ivoirienne. Enfin, elle doit être porteuse d'un projet à caractère social et humanitaire pour un mandat reposant exclusivement sur le social. Initialement circonscrit au seul district autonome d'Abidjan et Yamoussoukro, qui étaient les seuls districts du pays. Le 6e concours Miss District gagne en dimension avec la création de nouveaux districts autonomes en Côte d'Ivoire. La première manche à Bonois était placée sous le haut patronage du ministre-gouverneur du district de la Comoé, Pascal Abina, et sous le parrainage du maire de la commune de Bonois, Jean-Paul Amétier. La deuxième étape est prévue le 15 janvier 2022 à Abengourou. Au total, 11 manches sont prévues avant la finale qui se déroulera en mai 2022 à Abidjan. Direction la région du Poro où l'AIBF était en campagne de récompense dans les centres de santé. Au total, 66 femmes ont reçu des kits pour enfants durant ces 2 jours. L'objectif étant d'encourager les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé. C'est une initiative menée en partenariat avec le district sanitaire Korogo 1 et l'UNFPA. Kone Nanorgo nous commente le reportage de notre correspondant régional, Daouda Ouattara. Après les centres de santé de Klokakaa et de Natio Kobadara, l'AIBF Antenne du Poro a déposé ses valises de bienfaisance à Waranine, situé à quelques kilomètres de Korogo. Objectif, récompenser les femmes qui ont pris leur carnet de santé et suivi toutes les consultations prénatales. Au total, 66 femmes ont été récompensées durant ces 2 jours en raison de 15 femmes par centre de santé. Une occasion pour les sages-femmes de prodiguer des conseils aux bénéficiaires. Je voulais dire merci à l'AIBF et à UNFPA pour ces dons qu'il a donnés aux femmes. Nous voulons sensibiliser les femmes aussi à venir faire au moins 4 rendez-vous prénatales et accoucher à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de risques en accouchant à domicile. Il y a beaucoup de risques en ne faisant pas les rendez-vous. Donc nous incitons toutes les femmes à venir au centre de santé à faire les rendez-vous et accoucher à l'hôpital. Ce sont des choses qui sont très importantes pour la protection de l'enfant et de la maman. Donc sincèrement, du fond du cœur,
En cette fin d'année, c'est bien de mettre du boom dans le cœur de nos mamans. Les 66 bénéficiaires ont reçu chacune un kit pour enfants composé de berceaux, de complets de pagne, de jouets, de pommades, de seaux et bien d'autres. Pour le coordonnateur de l'IBF du Poro, c'est une initiative pour inciter les femmes à fréquenter les centres de santé. Donc c'est cette récompense que nous avons apportée ce matin pour les encourager à continuer à fréquenter le centre et montrer à leurs soeurs, leurs camarades qu'il est bon de fréquenter les centres. À travers ces petits dons que nous venons de faire, je pense que ça va booster un peu ce taux de fréquentation. Rappelons que cette campagne de récompense a été initiée par l'IBF Antenne du Poro en partenariat avec le district sanitaire Korogo 1 et l'UNFPA. À Gagnoa, l'espace Bonweli de Garayo a abrité le 25 décembre dernier un arbre de Noël en faveur des enfants déshérités. Organisé par l'ONG Les Jeunes Filles du Fromager en Action et son parrain, cette 17e édition a permis à de nombreux enfants de recevoir des cadeaux. Retour sur les temps forts de cet événement avec Marie-Christelle Zogueyi. La joie était à son paroxysme chez les enfants défavorisés de Gagnoa à l'occasion de la fête de Noël. Venus des différents quartiers de la commune, ils reçoivent ce jour des cadeaux à la faveur de la 17e édition de l'arbre de Noël de l'ONG Les Jeunes Filles du Fromager en Action et de son parrain Ambroise Caissier, par ailleurs président résident de Chantry Garden Medical Foundation. Objectif: permettre à ces enfants déshérités de bénéficier de cadeaux, une occasion pour le parrain d'appeler à la culture de cette paix, de la solidarité et du partage. La présidente de l'ONG Les Jeunes Filles du Fromager en Action, Digbe Lydie, a traduit sa reconnaissance au parrain pour son soutien durant les 17 éditions de cet arbre de Noël. Outre le domaine de la santé, la Chantry Garden Medical Foundation mène des activités en Côte d'Ivoire pour l'autonomisation de la femme, la scolarisation des enfants déshérités, contre la pauvreté et la délinquance. C'est l'heure de la chronique de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sur Business 24 Africa. Ami Diarra Souba, tu es là pour le décryptage de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec nous. Exactement. Et tu as suivi l'ouverture de la grande messe du football africain. Que retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 a eu lieu ce 9 janvier du côté du stade Olympé, en présence du couple présidentiel et d'éminentes personnalités du monde footballistique. Il faut savoir aussi que cette cérémonie qui a drainé du monde a eu lieu à la 60 000 places. C'est un nouveau stade flambant neuf dénommé stade Olympé, ou encore le stade Paul Biya qui a refusé du monde. Donc à ce stade, on a envie de dire visiblement que cette cérémonie d'inauguration a été une totale réussite. Alors, un stade flambant neuf d'une capacité de 60 000 places, peut-on dire que la CAF, avec ce guichet fermé, s'est frotté les mains? Écoute, le voile a été levé sur les coûts des tickets afin d'avoir accès aux différents stades qui varient déjà entre 3 000 francs et 20 000 francs. Donc, Nasciment aussi, on prend logiquement la calculatrice avec une stade, par exemple, de Olympé, 60 000 places. On va dire wait and see. D'accord, wait and see. J'espère que la CAF fera certainement le bilan et nous pourrons avoir les détails avec vous dans les prochaines éditions. On attend de voir. Après l'ouverture, il y a eu les premiers matchs. Quel est le bilan de la première journée de cette compétition continentale? À l'issue de cette première journée, il faut savoir que le Cameroun était face au Burkina Faso. Le Cameroun qui a empoché ses 3 points sur un score de 2-1. Et au second match, c'était le Cap-Vert c'était le match qui a opposé le Cap-Vert et l'Éthiopie. C'était soldé par 1-0 pour le Cap-Vert. C'est donc parti à Diarra Souba pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Mais que gagnent les 3 meilleurs finalistes? Il faut savoir qu'en plus de la prestigieuse Coupe, le vainqueur de cette 33e édition repartira avec la colossale somme de 4,5 millions d'euros, soit 2,9 milliards de francs CFA.
C'est énorme. La sélection classée deuxième repartira avec la somme de 2,64 millions d'euros, soit 1,72 milliard de francs CFA. Et la sélection classée troisième repartira avec la somme de 2,2 millions d'euros, soit 1,44 milliard de francs CFA. Amidiara Souba, pour boucler donc ce numéro de ta chronique sportive, quelle est la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2021? On connaît déjà le résumé de la poule B qui s'est jouée depuis cet après-midi. On va déjà parler de la poule C qui aura lieu dès ce mardi. Donc il faut savoir déjà que l'Algérie, détentrice de cette coupe, sera face à la Sierra Leone et le Nigeria sera face à l'Égypte, et pour terminer, le Soudan sera face à la Guinée-Bissau. C'est ce qu'il fallait savoir pour cette journée qui aura lieu dès demain. Terminons cette édition avec une triste nouvelle du Bassa Sandra qui vient de nous parvenir. Un drame s'est produit ce dimanche 9 janvier à San Pedro. Un incendie s'étant déclaré dans une cour familiale a fait 9 morts dans une même famille. Retour sur ce drame avec Abel Kouao et France Dekadiomandé. 9 personnes de la famille Ali Taïrou résidant au quartier d'Ibou 1 dans la commune de San Pedro, emportés par un incendie. Ils sont 8 enfants et l'une de ses épouses de ses chefs de famille, brûlés vifs dans l'incendie assassin de la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier 2022, aux environs de minuit. L'origine de ce grave incendie qui a décimé la famille Ali reste pour l'instant inconnue. Mais pour le voisinage, il était possible de sauver la famille Ali. Hier, environ minuit, en ce moment, les enfants ils étaient en train de faire les choses en haut là. Le monsieur avec sa famille, ils étaient déjà dans la maison était déjà bouclée. Ils dormaient. À ma grande surprise, on a vu les enfants en train de crier. Il y a feu, feu, feu. C'est là maintenant la première femme de monsieur. Elle est sortie, elle s'est échappée dans le feu, elle est sortie, elle allait frapper ma porte. Moi, je suis sorti. Moi, j'ai cru que ce sont des voleurs qui sont venus attaquer le monsieur. Je sors, je vois la femme, elle est venue devant ma porte. J'ai dépassé la femme, je regarde. On voit maintenant, le feu a pris le bâtiment complet. On ne peut plus rien encore faire. On court, on vient là, tout est feu. On va là, tout est feu. C'est là, on a appelé les jeunes gens. On a appelé d'abord les pompiers. Ils ne sont pas venus. On les a appelés encore, ils ne sont pas venus. Les jeunes gens ont pris moto, aller derrière eux. Ah, vraiment, feu a pris la maison. Venus, ils ne sont pas venus. C'est là maintenant, les jeunes gens ont pris courage. Parce qu'on ne sait plus qu'il faut faire. On a pris as pour casser le mur, pour pouvoir évacuer les enfants qui sont dans la maison. Au moins, on a fini de casser le mur. Les enfants, ils étaient déjà brûlés. On ne peut plus rien faire. Quand son fils a crié au secours, on est venu, on était débordés par les flammes. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, est-ce que vous avez alerté les pompiers? Ils ont dit, on a appelé, on a envoyé des gens, ils ne sont pas venus. C'est de là, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le chef de corps du San Pedro, capitaine Bakaïko, pour qu'il nous vienne en renfort soutenir ce qui est là. Donc vraiment, les fils avaient débordé. On a jugé bon, cassé les murs pour pouvoir déguerpir le feu. Et sur ce, ayant cassé le mur, à la découverte des premiers corps, c'est-à-dire la dame avec ses 3 enfants qui ont été décimés par le feu, la jeunesse qui était à mes côtés, s'est démoralisée. Quant au chef de centre de secours d'urgence de la région de San Pedro, les pompiers ont été informés en retard. Selon lui, tout a été mis en œuvre pour sauver les occupants. Les sapeurs-pompiers enregistrent même 4 de ces éléments blessés dans cette intervention. Je pense bien, la scène qui s'est passée, d'abord il faut quand même recadrer le chronogramme. Nous avons été alertés. Je pense que le temps d'alerte et notre déploiement sur le terrain n'a pas duré plus de 15 à 20 minutes. Le commissaire du 2e arrondissement peut le témoigner, puisque je me suis fait accompagner même par le commissaire adjoint. L'alerte a été donnée ici par des individus qui nous ont trouvés sur le terrain ici, à 1h09, quand nous avons été informés. Mais déjà, il nous faisait 4 déjà de morts. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire c'est tardivement que nous avons été alertés. Mais nous nous sommes rendus sur les lieux.
Et arrivé sur le lieu, on a été pris à partie par la population, disant que c'est maintenant qu'on arrivait. On leur a fait comprendre que nous, on vient juste d'être informés et voilà qu'on est là. Ça, c'était inéditable. Si on nous avait laissé travailler, parce que la population, par exemple, n'a pas l'expertise du feu. Nous, on a des manières d'agir, quel qu'en soit le feu, la grandeur, on a une manière de procéder et puis attaquer le feu. Mais quand vous nous empêchez, une minute de plus sur chaque feu, mais c'est trop de pertes. Donc si on n'avait pas été empêché, l'intervention pourrait être faite dans la promptitude et on n'aurait pas déploré autant de morts. Les autorités politiques, administratives et militaires, mais aussi certains directeurs et chefs de service de la ville de San Pedro, avec à leur tête le préfet de région, se sont rendus sur les lieux pour apporter leur compassion à la famille. C'est la désolation. La désolation parce que ce que nous venons de constater, vraiment, n'est pas le souhait du chef de l'État, non plus de la population qui vient de la subir. C'est pourquoi il nous a dépêchés de venir apporter sa compassion à la famille éplorée. Nous sommes tous touchés actuellement. Nous sommes sous le feu des chocs. Nous ne pouvons prier Dieu qu'il continue de nous assister, qu'il continue d'assister de ce pays, afin que nous ne connaissons plus un tel drame. Il faut rappeler que le chef de famille Ali Taïrou reste inconsolable. Perdre une épouse et 8 enfants, 3 garçons et 5 filles, dont le plus âgé a 14 ans, est un cauchemar. Ce jeune ressortissant nigérien de 37 ans, commerçant au grand marché de San Pedro, est meurtri. Ali Taïrou, brûlé à un degré moindre dont la vie est hors danger, se trouve dans une clinique. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.